Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. On est dans notre série de 4 vidéos sur les opérateurs vectoriels, l'analyse vectorielle utilisée en physique. Dans la première vidéo, on a parlé de l'opérateur Nabla qui nous aide à retrouver simplement et très rapidement la divergence, le rotationnel, le gradient, le laplacien, etc. Dans la deuxième vidéo, on a parlé de la signification physique du gradient. Et depuis ce moment-là, je reçois pas mal de messages qui m'encouragent donc et qui attendent cette vidéo qu'on va faire aujourd'hui sur la signification physique de la divergence. Alors, j'ai simplement rappelé ce qu'on sait déjà, l'aspect mathématique, l'aspect physique, et on va voir justement aujourd'hui comment relier, comment essayer de sentir physiquement ce qu'est véritablement la divergence et de ne pas avoir un peu son cerveau coupé en deux avec d'un côté les maths et de l'autre côté la physique. Alors j'ai essayé de prendre des exemples, d'abord tirés de l'électromagnétisme parce que tout le monde fait de l'électromagnétisme à peu près dans toutes les filières. Et puis à la fin de cette vidéo, je vais plus particulièrement donner des exemples en mécanique des fluides, des écoulements à divergence nulle, à divergence non nulle, qu'on comprenne bien à partir des équations de la mécanique des fluides d'où vient cette notion de divergence et quelle est sa signification physique vraiment la plus profonde. Mais voilà, ça va être l'objet de tout le contenu de cette vidéo. Alors, d'abord un rappel. Comment fabriquer la divergence d'un vecteur en coordonnées cartésiennes? Donc c'est là qu'on peut utiliser l'opérateur Nabla appliqué à un champ vectoriel. Et donc la divergence, c'est un scalaire. Donc il s'obtient formellement en faisant Nabla scalaire le champ vectoriel. Donc dAx sur dx plus dAy sur dy plus dAz sur dz, où x, y, az sont les composantes du vecteur A. Et surtout, donc ne pas essayer de fabriquer un opérateur Nabla autrement qu'en cartésien, parce que ça ne fonctionne pas. Donc là, par exemple, j'ai donné l'expression de la divergence pour un vecteur en coordonnées cylindriques, donc avec des coordonnées AR, Aθ, AZ dans la base locale, et on voit qu'évidemment, on ne peut pas calquer une formule sur l'autre. Donc là encore, sois très prudent avec l'utilisation de l'opérateur Nabla. Alors en maths, très souvent, on introduit la notion de divergence quand on énonce le théorème de Green-Ostrogradsky. Donc le théorème de Green-Ostrogradsky qui nous dit que le flux d'un champ de vecteurs à travers une surface fermée, donc une surface fermée, c'est une surface qui délimite un volume, et la surface doit toujours être orientée vers l'extérieur, ça c'est une convention, donc même si on ne le précise pas, elle est orientée vers l'extérieur. Donc le flux, ça c'est un flux d'un champ de vecteurs à travers une surface fermée, c'est l'intégrale en volume de sa divergence. Donc ça permet de remplacer une intégrale effectuée sur une surface en une intégrale effectuée dans un volume. Et on va voir qu'en réalité, cette formule de Green-Ostrogradsky, elle contient sous forme intégrée, sous forme intégrale, toute la physique de la divergence. On va voir que la divergence, c'est lié à la notion locale de flux. On va voir tout de suite que c'est la limite d'un flux volumique calculé sur une petite surface. Donc la notion de divergence, de flux, tout ça c'est intimement lié. On va le voir tout de suite. Alors, en physique, quand est-ce qu'on rencontre la divergence? L'exemple peut-être le plus célèbre, le plus commun, c'est l'équation de Maxwell-Gauss qui relie le champ électrique, d'ailleurs aussi en régime variable, à ses sources, donc la densité volumique de charge, ρ, donc divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0, et justement par la formule de Green-Ostrogradsky, ceci est strictement équivalent à la version intégrée ou intégrale, qui nous dit que le flux du champ électrostatique ou même électrique, c'est la charge intérieure divisée par epsilon 0. Alors on va voir que tout ça est intimement lié. Quand il y a une divergence d'un champ, eh bien ce champ crée un flux à travers une surface et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, conservation de la masse, conservation de la charge, cette équation qu'on appelle aussi l'équation de continuité. C'est une équation qui fait intervenir une divergence, la divergence d'un vecteur J. Alors ce vecteur J, on le rencontre dans au moins 4 ou 5 domaines de la physique, en particulier en prépa. Ça peut être un J de la diffusion de particules, un vecteur densité de courant de particules, ou un J thermique, ou un J électrique, ou un J massique pour ce qui concerne l'écoulement des fluides. Et à chaque fois, on obtient une équation dite de conservation, une équation locale qui s'écrit du genre, donc divergence de J plus d rond ρ sur dt
égale à 0, donc la dérivée locale, soit de la masse volumique, soit de la densité volumique de charge. Et donc ça c'est une version locale où on a l'habitude d'utiliser la divergence. Et on sait très bien aussi, une propriété très importante, que quand la divergence de J est nulle, alors on a conservation du débit à travers toute section d'un tube de champ, donc un ensemble de lignes de champ qui s'appuie sur un contour fermé. Quand les lignes de champ se resserrent, ça veut dire que le vecteur J est plus intense. Et donc cette propriété de conservation du débit, de conservation du flux, elle est intimement liée au fait que la divergence du vecteur soit nulle. Et tout ça, c'est évidemment pas anodin, c'est aussi bien sûr lié au théorème de Green-Ostrogradsky. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est déjà qu'on va essayer de relier ces deux aspects, l'aspect mathématique, l'aspect physique, par une notion locale de flux. On va voir une définition de la divergence du flux qui le relie à la limite d'un flux élémentaire sur un petit volume quand ce volume tend vers 0. Et ça va déjà nous donner un premier aspect de la signification de la divergence. Alors pourquoi, en coordonnées cartésiennes, la divergence d'un champ vectoriel s'écrit-elle dAx sur dx plus d rond AY sur d rond Y plus d rond AZ sur d rond Z? Eh bien, c'est ce qu'on va voir en donnant comme définition de la divergence la limite d'un flux élémentaire de ce champ vectoriel à travers un volume élémentaire. Et ce volume élémentaire, on va le choisir en cartésien puisqu'on travaille en coordonnées cartésiennes. Donc ce petit volume élémentaire, c'est dx, dy, dz. Alors voilà, c'est un petit calcul un petit peu technique, mais qui va nous faire comprendre le lien entre la divergence et la notion de flux. Alors on considère donc un champ vectoriel, et moi je vais m'intéresser à la composante AX de ce vecteur, donc autour d'un point de coordonnées x, y, z. Donc on a ici une face en x plus dx. Donc je vais m'intéresser à la composante suivant x de ce vecteur ax en x plus dx, y, z. Éventuellement ça peut dépendre du temps. Et donc ici on a la composante ax en x, y, z de ce même champ vectoriel. Alors si je ne m'intéresse qu'à la composante suivant x, c'est parce que je vais regarder son flux à travers donc la petite surface dy, dz, donc les deux petites faces de ce cube qui sont donc perpendiculaires au plan du tableau que j'ai dessiné en perspective. Et donc si on calcule ce flux élémentaire, on va calculer un flux sortant. Alors tout à l'heure, quand j'ai énoncé la formule de Green-Ostrogradsky, j'ai bien expliqué que les normales à une surface fermée, même si elle est élémentaire, donc qui délimite un volume, doivent être orientées vers l'extérieur. Donc ici le flux va être compté positivement donc, par rapport donc, à la surface dy, dz, le flux traversant cette surface. Donc je vais simplement multiplier ax par la valeur de la surface, donc c'est un mini flux. Et donc je vais soustraire ce qui se passe en x, y, z, donc fois dy, dz. Et là, naturellement, donc on voit apparaître la dérivée partielle par un développement de Taylor à l'ordre 1. Donc la dérivée partielle de ax par rapport à x, donc fois dx, dy, dz. Et donc ça, c'est la contribution du flux. Alors je vais l'appeler défi 1 si on veut. Le flux n'a pas de composante, je ne vais pas mettre défi x, ça pourrait porter à confusion, mais c'est la contribution du flux à travers toutes les faces du cube au niveau donc de la composante AX, donc qui intervient dans la définition du flux traversant les deux faces qui sont perpendiculaires au plan du tableau. Alors on imagine bien qu'on peut faire une permutation circulaire sur tous les types de coordonnées et calculer de cette manière-là également un flux à travers les deux faces verticales, auquel cas ça va être la composante sur Z du champ, donc on pourrait l'appeler défi 3 est égal à d de AZ sur dz de x, y, z, donc calculé au point où on regarde, parce que ce volume est élémentaire autour d'un point M. Et puis on aurait de la même manière un défi 2, donc d de AY, donc là ce serait sur les deux faces comme ça. Donc défi 2, d de AY sur dy.
de x, y, de z, dx, dy, dz, c'est-à-dire on a récupéré ici le volume des taux. Et on voit qu'en additionnant ces trois contributions du flux, on va avoir le flux total du champ de vecteurs. Alors c'est un flux sortant, un flux algébrique mais compté sortant. Et donc en additionnant, eh bien, on démontre très exactement la formule qu'on a annoncée là-haut et par la même occasion, donc on comprend pourquoi la divergence s'écrit de cette façon-là. Donc on voit que dφ sur d taux, donc c'est d de ax d rond ax sur d rond x plus d rond ay sur dy plus d rond az sur dz, donc en ayant divisé par le volume du petit cube d taux est égal à dx, dy, dz. Donc là, on comprend déjà intuitivement que dans toutes les situations où on va avoir la divergence d'un vecteur, eh bien, cette divergence, c'est en quelque sorte un flux élémentaire, un flux volumique donc, de ce champ de vecteurs, et qu'on comprend déjà que si cette divergence est nulle, en un point, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de flux sortant de ce volume, d'un volume qui entoure le point que l'on regarde, et qu'au contraire, si la divergence est non nulle, bah, c'est qu'il y a un flux, par exemple créé par une charge. Donc il y a en tout cas une variation entre le flux entrant et le flux sortant. Voilà, typiquement une valeur non nulle dans la divergence. Alors voilà, c'est déjà une première analyse et on comprend déjà pourquoi la divergence en coordonnées cartésiennes s'écrit de cette manière-là à partir de ce calcul élémentaire du flux. Donc par exemple, si on prend l'électrostatique, donc on met une charge ponctuelle à l'origine d'un repère. Donc on a souvent l'habitude de dire que les lignes de champ d'un champ électrostatique divergent à partir de ces sources. Et justement, on utilise l'expression diverge. C'est pas pour rien, hein, divergence, le mot divergence, il est associé à ça. Et donc on voit que, effectivement, d'après le théorème de Gauss, le flux du champ électrostatique, c'est la charge intérieure divisée par epsilon 0. Donc il y a un flux non nul qui entraîne cette zone où il y a une charge. Et bien évidemment, cela est lié à l'équation de Maxwell, divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Alors bien sûr, une charge ponctuelle, on ne peut pas la décrire par une densité volumique, mais c'est l'idée que la charge crée le flux. Et donc ça, c'est la version locale. Et donc au niveau des lignes de champ, on le retrouve, le champ diverge à partir de ces sources. Alors ce que j'aimerais voir maintenant, c'est l'usage de la divergence en mécanique des fluides, la signification physique en particulier de la divergence du champ des vitesses en mécanique des fluides et son lien avec la déformation d'une particule de fluide, son éventuelle dilatation ou sa contraction, et voir un petit peu l'une ou l'autre carte de champ des vitesses dans laquelle soit la divergence est nulle, soit la divergence est non nulle, pour aller essayer de comprendre encore un petit peu plus en profondeur ce qu'est la divergence d'un champ vectoriel. Alors pour faire ça, on va partir de l'idée d'une particule de fluide, donc une particule de fluide qui est un volume mésoscopique de fluide de l'ordre de 1 micromètre au cube, donc à ne pas confondre avec la molécule de fluide bien sûr. Donc c'est un système fermé, très important, système fermé, de volume delta tau, donc et de masse delta m est égal à ρ, la masse volumique, fois delta tau. Et cette masse est une constante. Et on va essayer de voir sur cette particule de fluide, alors que cette particule de fluide se déplace dans un certain écoulement avec une vitesse v, un champ eulérien de vitesse, on va essayer de voir quelle est la signification physique de la divergence de v. Alors déjà, ce qu'on sait, c'est que on a l'équation de conservation de la masse. Bon, je ne la démontre pas ici, j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur les bilans de masse. Donc ça, c'est la version locale de l'équation de conservation de la masse. On a cette forme-là, c'est divergence de ρv plus d rho sur dt est égal à 0. Donc on a cette forme-là, et puis on a une autre forme que je ne redémontre pas ici, il faut utiliser une formule d'analyse vectorielle, divergence de ρv, c'est ρ div de v plus gradient ρ scalaire v, bref, on peut la transformer avec la notion de dérivée particulière sous la forme suivante.
Donc la dérivée particulière de la masse volumique plus ρ div de V est égal à 0. Alors la dérivée particulière, hein, j'ai là aussi fait une vidéo là-dessus pour ceux qui ne savent pas. Enfin, ça va être difficile de suivre ce que je vais raconter là si on n'a aucune notion de la dérivée particulière. Mais donc c'est un outil mathématique qui permet, et physique qui permet de relier un champ eulérien avec un concept plus lagrangien, hein, qui est de suivre la particule dans son déplacement. Donc en fait, la dérivée particulière, c'est pour dire maintenant, on ne regarde pas seulement la dérivée locale, la dérivée en un point d'un champ eulérien. Ce champ, c'est le champ de masse volumique, mais on suit la particule en mouvement, et donc on a aussi une dérivée convective. Donc c'est à ça qu'est utile la notion de dérivée particulière. Et quand on écrit la conservation de la masse avec cette équation, donc on fait apparaître non pas div de J massique, ρV, mais div de V, le champ de vitesse. Et grâce à ça, on va voir qu'on peut donner une interprétation physique très concrète de ce qu'est justement la divergence de V. Alors, pour ça, on voit que dans l'équation de conservation de la masse, on peut aussi écrire donc que divergence de V, c'est moins 1 sur ρ, la dérivée particulière de la masse volumique par rapport au temps. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va, pour comprendre bien la signification physique de ce terme, on va prendre la différentielle logarithmique donc de cette expression de la masse de la particule de fluide. Donc la différentielle logarithmique qui transforme, et c'est le but, le produit en une somme. Et on va différencier ça, mais quand on différencie, la masse est constante. Et donc, on se retrouve avec uniquement donc, la différentielle du terme de droite. Et donc, en fait, ça nous montre que la variation relative de masse volumique, c'est l'opposé de la variation de volume de la particule de fluide. Donc, ça, c'est assez logique. Bon, quand la masse volumique augmente, c'est que le volume, en fait, relatif diminue. Donc ça varie en sens contraire, mais ces deux grandeurs sont égales. Et c'est ça qui nous permet de revenir à l'équation de conservation de la masse. Parce qu'on peut un petit peu changer les notations. En réalité, quand on écrit ça, on est en train de suivre une particule de fluide dans son déplacement dans le fluide. Et donc, en réalité, si je pouvais le noter comme ça, et je vais le faire, ce D droit là, c'est en fait un D particulière, puisque par définition, on est en train de raisonner sur une particule, sur un système fermé que l'on suit dans son mouvement. Et donc, eh bien, ce que je vois grâce à cette équation, c'est que la dérivée particulière de la masse volumique, c'est l'opposé de la dérivée particulière du volume de la particule de fluide. Et donc voilà comment on peut réécrire ça. Donc je remplace au signe près, donc du coup j'ai un plus ici dans cette expression, donc la masse volumique par le volume de la particule de fluide. Et là, eh bien, on a une signification physique très concrète de la divergence de V. Donc on voit que divergence de V, c'est le taux d'accroissement relatif du volume de la particule de fluide. C'est-à-dire que quand la divergence de V est positive, cela veut dire qu'au cours du temps, en fait, la particule se dilate. Donc c'est une manière de mesurer la dilatation de la particule de fluide, puisque ici on voit que cette dérivée est positive. Donc le volume de la particule de fluide augmente au cours du temps. Au contraire, quand divergence de V est négatif, ça veut dire que la molécule se contracte. Et dans le cas où divergence de V est nulle, eh bien, ça veut dire que la particule de fluide, elle peut se déformer, mais son volume va rester le même au cours de l'écoulement du fluide. Donc là, voilà, ça c'est très très intéressant, c'est très précieux cette interprétation de la divergence de V à partir d'une signification locale sur le comportement de la particule de fluide dans son écoulement. Et ça nous aide vraiment là aussi à comprendre ce qu'est profondément la divergence du champ des vitesses. Et très souvent, eh bien, les appellations en fait, qu'on a en mécanique des fluides, on les réutilise en électromagnétisme pour imager un petit peu le comportement du champ électromagnétique. Donc,
Si on prend un champ de vitesse à divergence non nulle, cela signifie que la particule va soit se contracter, soit se dilater. Alors prenons un exemple très simple. Donc j'ai envie de prendre un champ eulérien des vitesses qui s'écrit par exemple AX vecteur UX. Donc on va dessiner ce champ des vitesses. Donc quand x est petit, on a un vecteur vitesse qui est faible. Et puis quand x augmente, eh bien, on voit que le champ des vitesses augmente avec x. Alors on pourrait dessiner le symétrique de l'autre côté, bien évidemment. Voilà. Donc un champ des vitesses du type AX vecteur UX. Alors regardons un petit peu le comportement d'une particule de fluide dans son écoulement, donc que je représente à 2 dimensions. Donc cette particule de fluide coincée entre 2 lignes de courant. Et on voit que comme le champ des vitesses augmente avec x, la face ici de cette particule de fluide va avancer plus vite que la face qui est là. Et donc au cours du temps, il est logique de voir que la particule de fluide va se dilater. Alors déjà, on devine que le volume donc, de la particule de fluide ne va pas rester constant au cours du temps. Et c'est ce qui nous est confirmé, parce que quand on calcule la divergence de V, donc c'est d rond Vx sur dx, plus d rond Vy sur d rond y, plus d rond Vz sur dz, eh bien on voit que petit a, donc moi j'ai choisi un a positif, et donc on voit bien que la particule de fluide effectivement se dilate. Alors pour illustrer maintenant ce qu'est un écoulement à divergence nulle, donc on pourrait prendre par exemple une situation en coordonnées cylindriques, donc un champ des vitesses du type gamma sur 2πr vecteur Eθ. Alors bien sûr ça fait penser au champ magnétostatique créé par un fil infini. Eh bien ce champ-là, il est à divergence nulle. On peut le vérifier avec les formules que j'ai données au début de la vidéo en coordonnées cylindriques. La divergence de V est nulle de la même manière que la divergence de B, le champ magnétique, est nulle. Et donc effectivement, si on prend une particule de fluide qui est coincée entre 2 lignes de courant, eh bien cette particule de fluide ne va pas se dilater au cours du temps. On pourrait alors le voir également sur le fait qu'une particule de fluide peut se déformer sans que son volume ne se modifie. On pourrait regarder un champ à divergence nulle du type V est égal cette fois-ci à AY vecteur UX. Donc là, on aurait un champ des vitesses dirigé selon le vecteur X, mais voilà, dont la vitesse varie linéairement avec Y. Donc on aura un champ des vitesses de ce genre. Alors on voit tout de suite que quand on calcule la divergence de V, cette divergence est nulle, puisque d de Vx sur dx égale 0, puisque Vx dépend de Y. Alors surtout, prends bien soin de séparer dans ta tête la dépendance vis-à-vis des coordonnées de la direction du vecteur lui-même. Donc divergence de V est égale à 0. Et donc si on prend une particule de fluide dans l'écoulement, alors on va voir que cette particule de fluide, elle ne va pas se dilater, elle ne va pas se contracter, puisqu'on vient de voir que sa divergence étant nulle, son taux d'accroissement de volume au cours du temps est nul. Mais elle va se déformer de la façon suivante. Alors on voit que la face du haut va plus vite que la face du bas. En fait, cet écoulement, c'est un très bon écoulement d'écoulement à rotationnel non nul, mais à divergence nulle, c'est-à-dire qu'en fait, la particule, elle va tourner, et donc elle va se déformer puisque ce côté-là avance moins vite que le côté du haut. Donc si on dessine les diagonales, on voit que les diagonales, l'angle entre les diagonales va se déformer, et ça c'est le signe que sont rotationnels et non nuls. Mais ça, bon, je vais le laisser pour la prochaine vidéo. Donc voilà, sur ces quelques exemples d'écoulement à divergence non nulle, donc dilatation de la particule de fluide,
Et d'exemple à divergence nulle, on comprend peut-être encore mieux la signification physique de la divergence. Donc en gros, quand localement la divergence d'un champ de vecteur est non nulle, c'est que ce champ de vecteur crée un flux localement sur toute surface qui englobe la zone où la divergence est non nulle. Et quand au contraire la divergence est nulle, eh bien, ça veut dire que le flux à travers la surface fermée est nul, ce qui nous induit la conservation du débit. Et donc en gros, la divergence, c'est la façon locale d'écrire ça en un point, puisqu'on voit finalement que la divergence, c'est un mini-flux, c'est un flux volumique calculé autour d'un point. Et donc la physique est la même, que l'on utilise la formule de Green-Ostrogradsky pour faire un bilan global sur une surface fermée, ou qu'on le regarde ça localement au voisinage d'un point. Toutes ces notions sont vraiment reliées entre elles. Voilà, donc dans la dernière vidéo de cette série, on va parler du rotationnel, on va parler de la circulation d'un champ de vecteurs et on va essayer de comprendre intuitivement, à la fois en électromagnétisme, en mécanique des fluides, ce qu'est cette notion de rotationnel associée à un tourbillon local d'un champ de vecteurs et pourquoi le rotationnel s'écrit de la façon dont il s'écrit. Donc, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt!